vais maintenant céder la parole à Madame Carole Côté, préfet de la MRC Drummond et mairesse de la municipalité de Wickham. Merci. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des citoyens présents aujourd'hui pour prendre part à cette importante consultation publique sur l'élaboration de notre plan régional des milieux humides, hydriques et naturels de la MRC de Drummond. Collectivement, vous serez appelés à participer à la réflexion sur les stratégies que nous devons adopter à l'échelle de notre territoire pour atteindre d'ici 2031 les engagements de conservation qui seront désignés dans ce plan. Ainsi, je vous rappelle qu'il s'agit d'un document de planification dont on souhaite l'atteinte des objectifs d'ici les 10 prochaines années. Nous devons élaborer une vision à long terme qui permettra à notre MRC de toujours mieux planifier ses actions d'aménagement du territoire, de développement et de conservation des milieux naturels. Notez qu'une fois ce plan déposé en septembre 2021, celui-ci nécessitera l'approbation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Par la suite, la MRC s'engagera à diffuser et faire connaître davantage le plan régional des milieux humides, hydriques et naturels aux citoyens et aux propriétaires terriens directement concernés par la démarche. Ceux-ci pourront être accompagnés par la MRC dans le but de trouver les meilleurs moyens afin de concilier l'occupation du territoire et la conservation des milieux naturels, notamment lors de l'élaboration du volet réglementaire. En terminant, je vous rappelle que le plan régional des milieux humides et hydriques est une exigence établie par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques auquel l'ensemble des MRC du Québec doivent souscrire. Merci de contribuer à cette vision d'avenir pour la MRC de Drummond. Je cède maintenant la parole à Mme Audrey-Anne Jacob, aménagiste de la MRC de Drummond. Bonjour, merci Mme Côté. Ah, parfait, la présentation est revenue. Donc, aujourd'hui, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous consulter sur les actions du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels de la MRC de Drummond. On va faire une brève présentation là, qui résume les informations qui sont à ce jour disponibles, donc un petit résumé de la démarche. D'une durée d'environ 20 minutes, puis il va y avoir une période de questions là, de 30 minutes à la fin de cette partie-là. Puis par la suite, on va vous faire travailler un petit peu. Là. On va avoir une période de consultation de 2 heures là, sous forme d'atelier puis d'échange. Donc, le plan régional des milieux humides et hydriques, c'est comme Mme Côté l'a dit, c'est un document de planification qui vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à l'aménagement durable du territoire. C'est de comprendre les enjeux et d'identifier, par la fin, là, il y a un plan d'action, donc d'identifier des actions pour mettre en œuvre notre document de planification. L'objectif Ah oui, j'oubliais que c'est encadré en vertu de la loi sur l'eau pour la portion humide et hydrique. Nous, à la MRC de Drummond, on a choisi d'intégrer le volet milieu naturel à la démarche. Donc, le document de planification, c'est l'objectif qu'on se fixe, c'est de tracer le chemin à parcourir pour arriver à conserver les milieux humides et hydriques d'ici 2031. Donc, le plan s'échelonne sur 10 ans. Comme Marie-Claude le mentionnait tout à l'heure, je vous invite à visiter le site patrimoinenaturel.ca. C'est là que vous retrouvez vraiment toute la documentation là, qui est disponible à ce jour. Puis c'est via ce site-là que vous pouvez émettre des commentaires par écrit. La démarche prend en compte, comme je vous disais tout à l'heure, les milieux humides, les milieux hydriques, mais également les milieux boisés, les friches et la connectivité. La MRC a souhaité prendre en compte l'ensemble de ces milieux afin d'obtenir un portrait global qui va s'intégrer de façon cohérente à l'aménagement du territoire.
L'élaboration du PRMHHN a débuté en septembre 2019 avec l'amorce de la démarche. Plusieurs d'entre vous le savent, là, on a voulu faire une démarche conjointe au Centre du Québec. Là, donc, il y a 4 MRC, l'Érable, Nicolet, Yamaska, puis Arthabasca qui sont dans la démarche. Là. On a mandaté le Conseil régional en environnement Centre du Québec pour nous accompagner là-dedans. Par la suite, là, il y a eu l'amorce de la démarche. Par la suite, en 2020, on a réalisé un portrait et un diagnostic. Ces documents servaient à mieux comprendre où nous en sommes actuellement au niveau de la conservation de nos milieux naturels. Le portrait a permis d'identifier des enjeux de conservation des milieux naturels dans le volet diagnostic. Puis, les informations ont été présentées au grand public, là, respectivement les 15 février et 15 avril 2021 sous forme de webinaires, puis qui sont toujours accessibles là, sur le site patrimoinenaturel.ca. Par la suite, la MRC a réfléchi à la situation qu'elle souhaite atteindre d'ici les 10 prochaines années. Donc, on établit une vision et des orientations pour guider nos actions. Un webinaire a aussi été présenté là, le 15 mai dernier. Finalement, aujourd'hui, nous sommes à élaborer la stratégie de conservation via le plan d'action. Puis, finalement, la MRC vise le dépôt du PRMHHN au ministère de l'Environnement en septembre prochain. Donc, je vous rappelle aussi là, que le ministère doit d'abord et avant tout donner son approbation sur le plan régional. Pour ce qui est... oui, parfait. Pour ce qui est... pour chaque étape de la démarche que vous avez vue précédemment, là, plusieurs personnes ont été consultées. Donc, en premier, il y a un comité de coordination qui est formé des employés des MRC. Donc, c'est un comité qui est décisionnel. Par la suite, il y a un comité d'experts qui est formé d'intervenants d'organismes de la région qui étaient consultés au niveau technique. Puis, il y a le comité stratégique qui est formé d'élus des MRC et de représentants d'élus d'organismes régionaux qui étaient aussi consultés au niveau politique. Les informations qui étaient ainsi obtenues là, étaient par la suite soumises aux municipalités locales et aux élus de la MRC de Drummond via différents ateliers. Puis, finalement, les informations pour chacune des étapes d'élaboration étaient présentées au grand public sous forme de webinaire, suite à quoi une consultation écrite d'1 mois s'ouvrait pour permettre à tous de s'exprimer. Donc, c'est le cas en ce moment aussi, là, on va avoir une période de consultation d'1 mois suite à aujourd'hui. Je vais maintenant céder la parole à Andréane Blais du Conseil régional de l'environnement qui va nous faire une présentation là, du portrait écologique de la MRC de Drummond. Merci Audrey-Anne. Donc, on vous présente le bilan qui avait été présenté le 15 février dernier, comme Audrey-Anne l'a mentionné précédemment. Donc, aujourd'hui, on en fait un bref résumé. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter les documents préliminaires qui se retrouvent sur le site Internet. Donc, tout d'abord, au niveau des milieux humides, vous voyez ici la carte de répartition et les différents types de milieux humides qui sont sur le territoire. Vous pouvez les voir avec les différentes couleurs. C'est majoritairement des tourbières boisées et des marécages, donc des milieux forestiers. Les milieux humides représentent 8 de la MRC, donc 8 du territoire de la MRC, et c'est 66 des milieux humides qui sont des milieux humides forestiers. Ici, on peut constater au niveau des bassins versants, donc les bassins versants, c'est comme un grand bol d'eau où que l'eau s'écoule vers un exutoire, donc vers un cours d'eau. Vous pouvez voir en vert pâle les bassins versants qui ont une superficie critique de milieu humide, donc une superficie de moins de 6 %. Et au niveau des Appalaches, c'est une superficie de moins de 2 %. Donc, on peut voir là que ces unités se situent surtout là, sur le pourtour de la MRC de Drummond. Ici, on constate sur la carte les milieux humides de grande superficie dans chacun des bassins versants. Donc, les bassins versants, je ne l'ai pas mentionné, mais vous les voyez avec la délimitation des lignes noires.
pardon, la MRC est délimitée par la ligne pointillée sur la carte. Donc, dans chacun des bassins versants, on peut constater en brun le milieu humide qui représente la plus grande superficie des milieux humides dans chacun des bassins versants. Dans le cadre des portraits, on vous avait aussi présenté le 15 avril dernier ce qu'on appelle l'évaluation des fonctions écologiques. Donc, au niveau des milieux humides, on a évalué six différentes fonctions écologiques sur le territoire. La biodiversité, la capacité de recharge des eaux souterraines, la rétention des eaux, le captage des éléments polluants, la stabilisation des rives et la séquestration de carbone. Donc, on peut voir par les différentes couleurs la contribution de chacun des milieux humides à ces 6 grandes fonctions écologiques. Dans le cadre du portrait, on vous avait aussi présenté différentes perturbations. Donc, les milieux humides sont affectés. Ici, on peut le voir, notamment une des perturbations qu'on retrouve dans la MRC, le développement des acatières. Donc, ici, on peut voir une photo de cette perturbation. Le drainage de certains milieux humides forestiers à des fins forestières. Donc, on peut voir ici des canaux de drainage là, dans cette tourbière ouverte semi-boisée. Le développement résidentiel, ici, c'est une image au niveau de la ville de Drummondville où on peut voir là, des canaux de drainage et le tracé de différentes rues dans un milieu humide de la municipalité. Et aussi, on peut voir certaines perturbations au niveau agricole, au niveau du développement des terres, donc des perturbations historiques ou le milieu humide toujours présent là, sur les orthophotos. Donc, ici, on voit aussi la carte des milieux humides perturbés actuellement. Donc, c'est sûr qu'on n'illustre pas les pertes de milieux humides ici, mais on illustre en vert différents milieux humides perturbés, mais très perturbés. Donc, on n'a pas identifié tous les milieux humides qui avaient, par exemple, un seul canot de drainage ou quelques petites trouées de coupe totale. On a vraiment été chercher les milieux humides avec des grandes perturbations. Maintenant, je vais au niveau des milieux hydriques. Donc, on a sur le territoire de la MRC de Drummond 3 grands bassins versants, soit la Yamaska, la Saint-François et la Nicolet. Ça serpente 3081 km de cours d'eau, donc c'est considérable. Là, plusieurs filaments ici en bleu qu'on peut voir. On a évalué 3 critères de fonction écologique. Ici, on peut voir la fonction écologique de stabilisation des rives. Donc, en bleu, c'est tous les cours d'eau qui ont, selon l'analyse, une bonne végétalisation au niveau des rives. Et en rouge et orange, chez les cours d'eau où la végétalisation ne permet pas une bonne stabilisation des rives. On a analysé un deuxième critère qui est l'indice de qualité morphologique. Donc, l'indice de qualité morphologique représente la santé du cours d'eau au niveau de sa forme physique et de sa forme de biodiversité aussi au niveau de la végétation. On remarque certains tronçons en bleu qui sont de très bonne qualité au niveau morphologique, mais certains tronçons là, moyens et faibles au niveau de certains tracés. L'analyse n'a pas été faite sur l'ensemble des cours d'eau, mais bien sur certains cours d'eau plus prioritaires. Troisième critère de fonction écologique évalué, c'est le support à la biodiversité. Donc, plus un cours d'eau était sinueux et végétalisé, plus il offre des habitats pour la faune aquatique et la faune, autant les visons, les loutres, que plusieurs insectes et autres faunes, donc la flore aussi au niveau floristique. Donc ici, on peut voir qu'une très grande majorité des cours d'eau n'offrent pas nécessairement un support de biodiversité adéquat, soit par manque de végétalisation ou par manque de sinuosité là, de certains cours d'eau. Finalement, l'ensemble des critères nous a permis aussi d'évaluer les perturbations au niveau des milieux hydriques. Ici, c'est beaucoup plus considérable que les milieux humides. Là. On constate l'ensemble sur la carte là, des milieux hydriques, donc des cours d'eau qui sont perturbés actuellement. L'ensemble de ces perturbations amène certaines pollutions au niveau de l'eau. Donc ici, on remarque 3 stations de l'indice de la qualité
de l'eau sur les tributaires. C'est des citations qui ont été prises par le ministère. Dans le portrait, vous allez retrouver d'autres indices de qualité qui ont été pris notamment par COGESAF, qui est l'organisme de bassin versant du territoire. Donc, on remarque des qualités satisfaisantes, mais aussi douteuses au niveau de l'embouchure de la rivière Saint-Germain. Au niveau forestier, on remarque un couvert forestier considérable sur l'ensemble du territoire. Encore comme pour les milieux humides, certaines unités, certains bassins versants ont un faible couvert forestier. Donc ici, on remarque les bassins versants qui ont moins de 30 de leur couvert forestier. On en a quand même aussi, là, surtout dans le secteur ouest de la MRC. On a évalué 4 critères de fonction écologique pour les forêts, soit la séquestration de carbone, la rétention des eaux, le captage des éléments polluants et la biodiversité. Donc, on constate que nos forêts fournissent quand même un grand support au niveau de la biodiversité, rétention des eaux aussi pour une part, mais au niveau de la séquestration du carbone et le captage des éléments polluants, c'est quand même un peu plus faible au niveau de la qualité des forêts. Finalement, au niveau des friches, on ne détaillera pas le portrait des friches, on le fait lors de la présentation, mais les friches représentent environ 3 de la superficie de la MRC. Donc, je vais passer la parole à Mme Lisanne Chauvette qui va poursuivre avec le diagnostic. Merci, Andréane. Bonjour. Oui, en fait, là, dans le portrait, on a présenté les éléments factuels. C'est une photo de la situation actuelle du territoire. Donc, le diagnostic, lui, va en faire l'analyse. Puis, à l'étape du diagnostic, on va déterminer les grands enjeux environnementaux sur le territoire de la MRC, puis on va évaluer la contribution des milieux naturels à ces grands enjeux-là. Donc, pour en arriver là, on a croisé et analysé les informations factuelles du portrait. Puis au bout de tout ça, on a effectué des analyses géomatiques, développé des indices, des indicateurs pour évaluer la contribution là, de ces milieux-là et leur capacité à répondre aux enjeux. On a pu identifier les milieux qui présentent un intérêt écologique important, puis ceux qui sont d'intérêt pour la restauration au bout de ces analyses-là. Si vous voulez des détails sur les analyses, le type d'analyse qui a été fait, on le détaille sur le site web patrimoine-naturel.ca. Les critères qui ont été utilisés pour identifier ces milieux d'intérêt écologique importants sont les suivants. Les sites qui sont déjà protégés légalement, pardon, je perds la voix. Les milieux naturels identifiés par une municipalité ou une MRC, les milieux qui comprennent des espèces et des milieux rares, des espèces rares en fait et des milieux qui sont rares en soi. Les milieux humides de grande superficie, les grands cours d'eau et les milieux qui présentent des fonctions écologiques importantes. On a vu tantôt là, une liste un peu des fonctions écologiques qu'on a utilisées. On a, au bout de tout ça, on a créé une carte des milieux d'intérêt écologique à l'issue de ces analyses-là. Donc, cette carte-là, c'est un outil de planification. Là, elle n'a pas de valeur légale, là, comme c'est inscrit là. Fait que c'est vraiment un outil de planification pour nous aider à identifier des actions. Donc, la carte présente l'ensemble des milieux qui répondent aux critères là, que je viens de présenter. Là-dedans, on a les milieux hydriques, on a les milieux humides, les milieux forestiers et les friches. Comme on l'a vu, là, une partie de ces milieux-là sont déjà sous protection, soit légale ou déjà soumis à certaines normes de protection supplémentaires. Donc, il y a une partie de ces milieux-là là, qui sont déjà d'une certaine façon conservés. On en a un petit peu partout sur le territoire. Là. Oui, je m'excuse. On en a un petit peu partout sur le territoire. Là, sont répartis assez également. Donc, comme vous le voyez, ce qu'on présente là dans la carte, là, on a de tous les milieux confondus, mis à part les milieux hydriques, les milieux humides sont souvent à même les milieux forestiers. Donc, c'est une partie de la raison pourquoi ils sont confondus ensemble dans la carte. On a aussi établi une cartographie des milieux qui présentent des perturbations potentielles, donc les milieux qui seraient à restaurer.
Ce n'est pas des milieux qui sont visés spécifiquement par des actions réglementaires. Pour le moment, c'est vraiment une banque de sites là, qui ont un bon potentiel de restauration. Des sites qui nous permettraient d'atteindre le zéro perte net là, qui nous est demandé par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est des milieux qui sont déjà existants puis pour lesquels des travaux d'amélioration permettraient de retourner ou de retrouver leur fonction écologique puis leur service écologique. Les critères qu'on a utilisés pour identifier ces milieux-là, bien évidemment, les milieux humides et hydriques sont connus pour être perturbés. Les sites qui ont été ciblés à restaurer par une municipalité et les milieux hydriques qui sont entretenus de façon récurrente. On a une carte également pour ces milieux-là ici. Même chose, c'est vraiment une banque de sites, donc ça n'a pas de valeur légale là, présentement, cette carte-là. Là-dedans, on a plusieurs, on a encore là tous les milieux, là, plusieurs cours d'eau, milieux forestiers, milieux humides, certaines friches. Donc, des milieux pour la restauration, on pense, par exemple, pour les cours d'eau, ça peut être la végétalisation des rives, la restauration des bandes riveraines, la stabilisation. Pour les milieux humides, ça peut être la fermeture de certains canaux de drainage ou le contrôle des espèces exotiques envahissantes, la gestion du passage de VTT, ça peut être le retrait de certains usages. Les boisés, les friches, bien, on parle beaucoup aussi de reboisement, recul de certaines activités. C'est des exemples de restauration là, qui pourraient être faits sur ces milieux-là. Au bout du diagnostic, on a pu identifier des bassins versants qui présentaient des problématiques particulières, des bassins versants qui démontrent une série de problématiques, donc plus fragiles, plus sensibles. Donc, c'est un autre outil là, qui nous permet d'orienter les actions, puis de cibler des secteurs dans lesquels mettre ces actions-là. C'est des bassins versants qui ont différents problèmes, souvent un peu les mêmes, érosion des berges, inondation, espèces exotiques envahissantes. Oui, présence de matière en suspension, des problématiques de bandes riveraines, de bandes de protection riveraines, des problématiques de qualité de l'eau aussi. On parle entre autres de nutriments, azote, phosphore et autres problématiques de qualité de l'eau, coliformes fécaux. Donc, c'est souvent le même type de problématiques qui reviennent dans ces bassins-là. Puis on remarque que c'est les bassins versants qui sont plus importants sur le territoire de la MRC. Ensuite, au bout de ces analyses-là, on a pu faire une analyse en fait des forces, faiblesses, opportunités, menaces sur le territoire qui nous a permis de faire ressortir les grands enjeux. Donc, les grands enjeux, c'est vraiment là, les grandes problématiques, les grandes thématiques sur lesquelles on souhaite intervenir sur le territoire. Le premier enjeu, c'est la résilience des communautés et des écosystèmes au changement climatique. Par la suite, on a la quantité et la qualité de l'eau, la quantité et la qualité des milieux naturels, la gouvernance municipale en conservation des milieux naturels, l'application de saines pratiques de développement et d'aménagement du territoire. Et finalement, on a également l'éducation face à la conservation des milieux naturels et l'acquisition de connaissances. On a un peu éclaté ces enjeux-là. Oui, merci, non, c'est correct, un petit peu changé. En fait, avant d'éclater les enjeux, on a sorti une vision. C'est une vision qui a été établie par la MRC, avec les valeurs de la MRC, mais aussi avec les différents intervenants là, sur les différentes tables qu'on vous a nommées tantôt. On a intégré dans les consultations la notion de vision. Puis au final, là, la vision qu'on souhaite avoir, en fait, l'image qu'on a de la MRC dans 10 ans au niveau de la gestion de ces milieux naturels est la suivante. En 2031, la MRC de Drummond, ses municipalités locales et ses citoyens sont mobilisés et engagés dans la mise en œuvre d'actions audacieuses, cohérentes et équitables qui assurent la conservation des milieux naturels de son territoire, et ce, afin de maintenir et d'accroître les services écologiques, économiques, sociaux et culturels que rendent ces milieux dans un contexte de lutte et d'adaptation au changement climatique.
La protection, l'utilisation durable, la restauration et la création du patrimoine naturel font partie intégrante de l'aménagement du territoire et assurent un équilibre entre le développement et la conservation pour le bien-être des générations actuelles et futures. Donc, oui, on a suite à ça là, établi des grandes actions. Donc, des grandes orientations. Donc, ce sont des grandes pistes d'action qui vont nous permettre là, tranquillement de descendre là, vers les objectifs et le plan d'action. Les orientations qu'on a pu établir sont de conserver les milieux naturels du territoire, une gouvernance cohérente et équitable, adapter la communauté au changement climatique et d'assurer une gestion durable de l'aménagement du territoire. On va aller vers le plan d'action. C'est une consultation qui va durer jusqu'à midi. Donc, comme Audrey-Anne l'a mentionné, l'ensemble des cartes ou des informations vont se découler vers la stratégie. Donc, la stratégie de conservation comprend un plan d'action qui énonce les actions envisagées pour atteindre les objectifs de conservation de la MRC d'ici les 10 prochaines années. Donc, les objectifs qui sont fixés ne sont pas à atteindre demain, ils le sont d'ici les 10 prochaines années. L'échéancier de mise en œuvre de la stratégie, comme j'ai mentionné, s'échelonne sur une période de 10 ans. La MRC doit miser sur des moyens et des actions réalistes qui permettront d'atteindre les objectifs établis et qui sont susceptibles de créer, dans le fond, un effet d'entraînement au niveau de l'ensemble de ses citoyens, tel que le voulait sa vision. Au terme de ces 10 années, la MRC doit faire une évaluation des actions accomplies, rendre des comptes au niveau du MELCC et aussi de tirer des grands constats qui vont découler des correctifs à apporter. Donc, si les objectifs ne sont pas atteints, il faut que la MRC propose des constats et des solutions pour réajuster dans la version numéro 2 en 2031-2032, le nouveau plan régional qui va se réaliser à ce moment. Donc, les choix des actions qui sont présentées aujourd'hui et dont vous allez discuter aussi, c'est des actions qui ont été considérées selon les enjeux identifiés dans le portrait et le diagnostic qu'on vous a présenté, selon les orientations identifiées et les engagements de conservation de la MRC, selon les actions qui sont déjà en cours, selon la volonté politique, selon les possibilités de financement et aussi selon l'existence de données ou de constats scientifiques. On rappelle que selon la loi sur l'eau, donc la loi qui encadre les PRMHH, les actions doivent assurer une gestion cohérente par bassin versant, favoriser l'atteinte de l'objectif d'aucune perte nette de milieu humide et hydrique, et aussi de tenir compte des changements climatiques. La MRC doit aussi assurer dans son plan d'action la compatibilité de son schéma d'aménagement avec le PRMHH et elle doit aussi adopter toute règle, tout règlement de contrôle intérimaire qui assure la mise en œuvre de son plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, si je vous ramène ici aux orientations fixées que Lisanne a présentées tantôt, soit de conserver des milieux naturels, d'assurer une gouvernance cohérente et équitable, une gestion durable de l'aménagement du territoire et d'adapter la communauté au changement climatique. Les objectifs fixés par la MRC sont, au niveau de l'orientation de conservation, d'ici 2031, protéger 15 % du territoire. D'ici 2031, assurer l'adoption de pratiques d'utilisation durable sur 20 % du territoire. D'ici 2031, assurer la restauration et la création de milieux naturels sur 5 % du territoire. Donc, je rappelle, comme il a été mentionné tantôt, que l'ensemble de ces objectifs ne sont pas des objectifs uniquement réglementaires. Je vais l'expliquer dans quelques instants. Au niveau de la gouvernance, d'ici 2028, informer 50 % des citoyens de la MRC en lien avec la conservation. D'ici 2028, supporter l'ensemble des municipalités au niveau de l'application du PRMHHN. D'ici 2030, collaborer avec plus de 4 partenaires externes de différents milieux pour assurer la conservation. Au niveau de la gestion durable, d'ici 2024, adapter l'aménagement du territoire en zone urbaine pour l'ensemble des municipalités dans le but d'intégrer la conservation des milieux naturels.
au niveau des changements climatiques, d'ici 2031, adopter des mesures d'adaptation au changement climatique dans 9 municipalités de la MRC. Donc, c'est les grands objectifs que la MRC s'est fixés pour encadrer la conservation de ces milieux naturels. Bien entendu, dans les 10 prochaines années, il va y avoir une séquence de changements selon les objectifs fixés. Cette séquence de changements s'effectue selon 4 grandes stratégies, soit l'acquisition de connaissances. Donc, avant de faire un changement, il est toujours opportun d'aller acquérir les connaissances manquantes pour avoir un portrait le plus adéquat pour prendre des décisions. Une fois que l'acquisition de connaissances est réalisée, on va développer des outils qui viennent soutenir les objectifs fixés. On va accompagner la mise en œuvre de ces outils afin d'atteindre les objectifs fixés. Si au terme de ces 3 grandes stratégies, la MRC considère que l'objectif n'est pas nécessairement atteint ou demande un encadrement, la réglementation vient faire son entrée. Donc, comme Audrey-Anne l'a mentionné tantôt, la réglementation n'est pas quelque chose qui, d'ici demain, va être mise en place. Dans certains objectifs, il reste encore de l'acquisition de connaissances à faire, du développement d'outils, de l'accompagnement et de mettre en œuvre de la réglementation. Dans certains objectifs, la MRC est rendue à la réglementation ou peut-être rendue au développement d'outils ou peut-être rendue à l'accompagnement. Le portrait et le diagnostic ont établi la situation actuelle permettant à la MRC de savoir à quelle étape de son cheminement la MRC est rendue afin d'atteindre ses objectifs. Donc, aujourd'hui, on va vous questionner sur ces grandes orientations et selon les différentes méthodes de stratégie proposées. Je vous emmène tout de suite à aller voir les actions proposées par la MRC. Donc, la première est de valider et prioriser les milieux naturels à protéger et restaurer, ainsi que les espèces exotiques envahissantes présentes sur le territoire. Donc, la MRC veut aller là, valider, pardon, c'est moi qui parle la voix, les milieux naturels, identifier les zones de recharge de l'aquifère présentes sur le territoire, donc les zones où il y a un contact avec les eaux souterraines, caractériser les bandes riveraines et les espaces de liberté, ça c'est vraiment les endroits où la rivière est mobile. Acquérir et étudier les photographies historiques pour comprendre l'évolution et la perte des milieux naturels sur le territoire. S'informer sur les nouvelles pratiques en agro-environnement et les pratiques forestières durables et d'urbanisme durable. Suivre l'évolution des changements climatiques et analyser leur impact sur le territoire. Et participer aux projets de recherche ou des partenaires régionaux pour acquérir des connaissances sur les milieux naturels. Donc, on va faire un petit tour de table rapide. Je vais commencer par ma table. Donc, ce qui a été mentionné, c'est qu'il serait important d'ajouter une action d'évaluation de l'impact économique et social du plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, de voir l'impact et d'ajuster peut-être éventuellement les actions selon les impacts économiques et sociaux étudiés. Il a été mentionné que ça pourrait être intéressant aussi d'aller valider sur le terrain les connaissances, mais ça, c'est une action qui était déjà présente dans le plan d'action de la MRC. D'augmenter la connaissance citoyenne, ça allait un peu dans les deux sens, là, autant pour augmenter la connaissance citoyenne pour que les citoyens comprennent les impacts négatifs de la conservation des milieux humides pour l'économie, mais aussi ça allait dans l'autre sens pour que les gens reconnaissent l'importance des milieux naturels. Et aussi, il a été mentionné de connaître mieux le développement des municipalités pour bien concilier la conservation avec le développement des municipalités là, pour arriver à atteindre les objectifs proposés. Et il a été mentionné aussi d'avoir une meilleure connaissance des pratiques d'utilisation durable. Ça, c'est une action qui était déjà présente dans le plan d'action. Donc, je vais passer la parole à Marjorie. C'est Andrea qui va faire le Andrea, topo. Merci. Dans le fond, là, on a eu un point qui est ressorti au niveau, là, ce serait bien d'évaluer le potentiel des friches là, à des fins agricoles.
justement dans une optique là, de conciliation entre les usages du développement agricole, mais aussi des différents objectifs de conservation. On a reçu également un commentaire là, au niveau d'une pression là, au niveau des boisés agricoles, puis pour le drainage. Puis ça serait intéressant là, pour les inspecteurs d'avoir un outil pour venir justement informer puis accompagner les propriétaires pour justement les emmener à voir les milieux humides comme une opportunité. Également d'évaluer le territoire urbain pour principalement en fait le milieu urbain pour évaluer et valider là, la priorisation des milieux naturels qui seraient à protéger. Puis c'est ça, au niveau de l'objectif là, sur les changements climatiques, on se demandait pourquoi le 9, est-ce qu'il y avait en fait des municipalités qui avaient été visées spécifiquement ou en tout cas, ça résume notre conversation. Merci, Andrea. Anaïs? Bonjour, désolée, j'ai un problème de micro. Donc, de notre côté, il y a une idée qui est ressortie, qui est l'acquisition de connaissances par rapport à la valeur monétaire associée aux milieux humides et aux services écologiques rendus par ceux-ci. Donc, qui était un nouveau thème là, pour l'acquisition de connaissances. Par rapport au changement climatique, il a été suggéré de mettre l'emphase sur le fait que la MRC devrait participer aux projets de recherche et aux projets des partenaires régionaux pour acquérir des connaissances, oui, sur les milieux naturels, mais aussi sur les changements climatiques, puisqu'il y a déjà des projets qui sont en cours en ce sens. Et finalement, là, un troisième commentaire était par rapport au premier énoncé. On voudrait que ça soit mieux défini ce qu'on entend par la validation puis l'acquisition de connaissances par rapport aux espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est probablement plus une question de formulation là, pour bien cerner qu'est-ce que la MRC attend en ce sens-là. Voilà. Merci, Anaïs. Audrey-Anne ou Lisanne, je ne sais pas qui fait votre petit topo. Oui, je vais faire un petit bout là-dessus. On a mentionné là, le besoin là, d'investir dans les connaissances des employés municipaux, puis de former, de mieux former les employés, peut-être d'utiliser davantage les MRC sur le terrain. Également, là, on a discuté un petit peu, là, on a débordé dans les autres orientations, là, puis c'est correct. Là, on notait, là, on nous demandait de quelle façon là, on prenait en compte les développements urbains qui étaient projetés là, dans l'acquisition de connaissances, notamment. Puis également, là, d'assurer une cohérence entre les différents intervenants, les militaires, les municipalités, les MRC, l'ensemble des autres intervenants aussi, d'avoir des communications claires, d'éclaircir les responsabilités de chacun, de présenter un message clair, puis d'utiliser des outils communs, de diffuser des outils communs là, qui étaient uniformes. Audrey-Anne, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est complet comme ça, merci. Donc, merci, Lisanne. Ça met la table à la prochaine discussion sur les outils. Donc, un outil est un moyen pour mettre en œuvre une action. Donc, ça peut être des guides, ça peut être un service, ça peut être une plateforme électronique. Donc, quel outil serait nécessaire maintenant pour atteindre nos objectifs? Donc, Marie-Claude, je te laisse relancer les salles. Donc, on est rendu à vous présenter les actions que la MRC propose pour atteindre ses objectifs. Donc, je vous les passe rapidement et après, je vais prendre vos commentaires, voir comment ce que vous venez de mentionner, si ça peut s'intégrer ou s'ajouter. Donc, élaborer un plan de communication pour aider à la diffusion du PRMHHN. Donc, ça rejoint notamment l'idée des médias sociaux. Développer un guide et services clés en main pour aider les propriétaires dans l'aménagement de leurs bandes riveraines, la restauration, les encadrements réglementaires. Donc, développer encore là, c'est un moyen qui va rentrer dans le plan de communication.
développer un cahier d'accompagnement vulgarisé et simplifié pour les municipalités. Donc, ça rejoint l'action de Mme Côté et de Mme Ménard là, de bien accompagner notamment les municipalités. Actualiser les pratiques d'entretien des cours d'eau. La MRC a une compétence d'entretien des cours d'eau et de nouvelles pratiques existent. Donc, la MRC aimerait développer des outils là, pour actualiser leurs pratiques d'entretien de cours d'eau. Consolider et encadrer le réseau d'accès public aux rivières, donc de vraiment donner accès au milieu naturel aux citoyens. Développer des stratégies pour réduire l'étalement urbain et la gestion des eaux de ruissellement. Dans le cadre de la révision du PDZA, du plan de développement de la zone agricole, établir un lien entre le développement agricole et la conservation, protection des milieux naturels et élaborer un plan d'adaptation au changement climatique régional. Donc, ce que je peux voir présentement, c'est la question d'équité, de compensation qui n'est pas mentionnée. Donc, ça, je le prends en note là, et je vous laisse là, les 10 minutes qui restent là, pour vous exprimer sur les actions présentées ici. Donc, merci. On en est maintenant rendu à notre avant-dernier bloc qui concerne l'accompagnement, juste avant d'aller au volet réglementaire. Donc, on va faire un petit tour de table avant d'y aller pour le développement des outils. Donc, on va partir avec Lisanne. Oui, on mentionnait l'importance de s'arrimer au plan qui était déjà existant, là, dont l'UPA qui a déjà un plan d'adaptation au changement climatique là, en cours. Fait que là, ça va être bien important de ne pas réinventer la roue, là, puis de s'arrimer à tout ça. De s'assurer aussi que au niveau du PDZA, là, que c'est de quelle façon intégrer la conservation des milieux naturels tout en respectant l'esprit du PDZA, le plan de développement de la zone agricole. On mentionnait aussi là, qu'il serait préférable, là, plus pertinent d'avoir un plan de mobilisation plutôt qu'un plan de communication parce qu'il semble très difficile de rejoindre les citoyens. Puis on le voit ici à la rencontre, là, les citoyens ont de la difficulté à les mobiliser. Les gens sont moins intéressés ou moins à l'aise là, de parler comme ça en public. Donc, le plan de mobilisation va être bien important. On a ajouté aussi d'assurer une bonne communication entre les intervenants pour rejoindre la population, puis de travailler avec les partenaires existants pour la création des différents guides puis des services pour les propriétaires. La MRC ne peut pas nécessairement tout faire tout seul, fait que il y a des partenaires qui sont compétents là-dedans aussi, qui ont des liens avec les propriétaires. Puis l'aspect visuel va être bien important là, suite au plan là, pour rejoindre les propriétaires. L'aspect visuel, là, les cartes et les exemples concrets là, va être bien important pour communiquer l'information propriétaire. Merci, Lisanne. Très intéressant. On va aller avec Anaïs. Oui, donc en général, on mentionnait que pour ce qui concerne les outils qui étaient suggérés sur la diapositive, qu'on devrait aller plus loin, entre autres pour ce qui concerne le milieu urbain. On devrait envisager même d'arrêter l'étalement urbain et d'aller plus loin que la gestion des eaux de ruissellement, mais aller jusqu'à vraiment favoriser l'infiltration de l'eau en milieu urbain. Ensuite, pour ce qui concerne l'action sur le PDZA, donc le plan de développement de la zone agricole, il devrait y avoir une plus grande emphase vraiment qui devrait être mise sur la collaboration avec le milieu rural et s'assurer d'intégrer vraiment tous les intervenants qui œuvrent en milieu rural à la base de la structure en vue d'une éventuelle révision du PDZA si ça a lieu. Puis dans tous les travaux, dans tous les développements d'outils qui pourraient concerner le milieu rural, le milieu agricole. Également, on mentionne que la MRC devrait avoir une collaboration plus étroite avec l'UPA pour mettre en valeur les expertises de chacun des intervenants et également mettre en valeur les avancées qui sont réalisées actuellement en agro-environnement. Voilà. Merci Anaïs. On va y aller avec Andrea. Donc, de notre côté, là, ce qui est ressorti, c'est beaucoup de développer là, des outils ou des moyens de communication qui sont plus adaptés là, pour venir informer une plus grande partie de la population, là, puisque
ce qui a été soulevé, c'est que l'information ne semble pas nécessairement descendre jusqu'aux citoyens, puis peut-être d'utiliser d'autres outils que les outils numériques, puisqu'ils ne sont pas nécessairement accessibles à tous. Ça serait aussi de développer un outil pour guider les gens au niveau des impacts financiers, possiblement de venir utiliser un guichet unique pour venir offrir toute l'information nécessaire là, à un seul endroit. Puis, entre autres, là, indiquer s'il existe des subventions pour venir aider ces propriétaires-là à venir assurer la conservation là, de certains de leurs milieux. Puis, de venir préciser, là, peut-être à l'aide d'un document, là, puis de venir rendre accessible là, une définition claire là, de ce qu'est l'utilisation durable, puis quelles sont les activités là, qui sont permises dans cette utilisation durable-là, mais aussi là, le niveau de protection puis de restauration-création, juste venir vraiment définir une définition claire. Merci, Andrea. Donc, quelques actions de mon côté qui rejoignent aussi les tiennes. Là. Crédit compensatoire, rétribution au niveau financier, donc de venir soutenir les propriétaires qui en feraient plus que ce que notamment la loi le permet. Et aussi, acquisition de terrain, développer des outils là, pour permettre aux propriétaires qui sont pris avec... et qui, bien, pas qui sont pris, mais qui, eux, ne voient pas l'utilité ou l'avantage d'avoir ce genre de milieu-là, bien, peut-être qu'il y aurait un système d'acquisition de terrain par des organismes ou par la MRC. On a mentionné certains moyens, notamment de communication en lien avec les médias sociaux pour rejoindre la prochaine génération qui achèterait certains terrains. Donc, une génération qui est quand même axée au niveau des médias sociaux, donc rejoindre ses futurs propriétaires. Les inspecteurs municipaux aussi, de leur fournir des outils adéquats pour accompagner les inspecteurs dans l'application du PRMHH. Parler notamment aussi dans les outils des bons coups pour soutenir là, ceux qui font des bons coups, l'avant, l'après. On a mentionné notamment le fonds Prime Vert qui existait à ce niveau et aussi dans le plan d'agriculture durable là, qui prévoit notamment des sommes en rétribution écologique. Notamment pour soutenir le principe, aussi on a parlé du principe d'équité, autant ceux qui ont des milieux qui n'en ont pas, que tout le monde là, puisse contribuer à cet effort-là collectif. Donc, je crois que ça fait pas mal le tour. Donc, on va aller à notre avant-dernière table qui vise l'accompagnement. Donc, maintenant qu'on a acquis des connaissances, qu'on a développé des outils, quelles sont les actions d'accompagnement pour le PRMHH. Donc, Marie-Claude, je te laisse ouvrir les salles. Donc, je vous présente les actions de la MRC pour l'accompagnement. Donc, de réaliser une campagne d'information, juste m'assurer que je partage le bon écran. Donc, réaliser une campagne d'information auprès des citoyens et des municipalités, donc afin de bien les informer de qu'est-ce que le plan régional des milieux humides et hydriques et son plan d'action, mettre en place un mécanisme de soutien technique pour les propriétaires et municipalités. Soutien technique là, à différents niveaux, que ce soit pour bien comprendre les lois provinciales, autant que les règlements qui existent déjà au niveau de la MRC. Encourager les municipalités à le soutien technique, c'était aussi dans le détail du plan au niveau de la conservation volontaire pour ceux qui souhaitent en faire. Encourager les municipalités à informer et sensibiliser les nouveaux propriétaires quant à la présence de milieux naturels et des règles en vigueur. Donc, c'est surtout pour éviter les mauvaises surprises parce que les MRC font souvent affaire avec des propriétaires qui n'étaient pas au courant de ce qui se trouvait sur ces terrains et avant d'acheter. Donc, ils veulent mettre en place un mécanisme pour que les propriétaires s'informent adéquatement avant l'achat d'une propriété, que ça corresponde bien aux besoins envisagés. Développer ou soutenir des projets collectifs dans des secteurs d'intervention prioritaires. Maintenir en place le programme de vidange des fosses septiques résidentielles et évaluer la possibilité de mettre en place un programme de conformité des installations septiques. Contribuer à la conservation et l'accroissement du couvert forestier en milieu urbain parce que le règlement de déboisement de la MRC ne s'applique pas en milieu urbain, donc dans le périmètre d'urbanisation. Mettre en place un programme de reboisement des bandes riveraines et espaces de liberté.
déposer des projets au programme de restauration et création des milieux humides et hydriques, développer un projet collectif et éducatif de production et de plantation d'arbres et d'arbustes, travailler de concert avec les organismes pertinentes au niveau des espèces exotiques envahissantes, notamment le MTQ, encourager la création de milieux humides et hydriques en lien avec l'offre récréative de loisirs et touristique. Et finalement, contribuer à l'éducation des jeunes dans les écoles relativement à l'importance de la protection et de la conservation des milieux naturels. Travailler de concert avec les organismes de bassins versants pour la réalisation de leur plan directeur de l'eau. Accompagner les municipalités dans la lutte aux îlots de chaleur et la gestion des eaux pluviales. C'est une obligation d'ici 2024. Collaborer à la mise en œuvre et à la diffusion des plans d'adaptation au changement climatique en milieu agricole via le projet Agri-Climat. Accompagner les municipalités, les promoteurs à mettre en place des pratiques favorisant le maintien des milieux naturels dans le cadre de nouveaux développements et encourager les propriétaires forestiers à faire de la sylviculture adaptée au changement climatique. Donc, de ce que je peux voir là, dans l'accompagnement, il y a tout ce volet-là, ça a été mentionné la semaine passée, peut-être au niveau de la gouvernance, l'objectif de gouvernance, peut-être ce que vous dites, peut-être de mettre en place un comité conjoint avec les différents organismes impliqués sur le territoire, peut-être un comité qui pourrait suivre le PRMHH, là, quand vous disiez accompagnement équitable, collaboratif, gagnant-gagnant, donc peut-être qu'une action en ce sens serait intéressante. Donc, je vous laisse partager vos opinions là, pour les minutes qui restent. Super. Donc, tout le monde est revenu. On y arrive. C'est un excellent travail que vous faites en Zoom comme ça, tout un avant-midi. Donc, je vous félicite. Il nous en reste un dernier à voir. Juste avant d'aller dans le volet réglementaire, je vais aller faire le tour des tables. Donc, je vais commencer par Andrea. Oui, donc, nous, là, ça a été soulevé que c'est une bonne idée là, de venir informer les propriétaires de milieux humides et hydriques. Mais ce serait aussi intéressant là, de les informer automatiquement lors de l'achat d'une propriété parce que les citoyens ne savent pas nécessairement là, où s'informer. Puis, une des idées qui était revenue aussi par rapport à ça, c'est peut-être, ce serait peut-être intéressant là, de venir collaborer avec les institutions financières ou les courtiers pour qu'au moment de la réalisation d'inspection, lors de transactions, soit de vente ou d'achat, bien les propriétaires seraient informés de la présence de ces milieux-là. Il y aurait peut-être aussi l'action de mettre au niveau là, de l'action de mettre en place un programme de reboisement de bandes riveraines, ce serait peut-être plus de revégétaliser, peut-être de changer le mot. Peut-être aussi d'assurer, en fait, ce serait important selon nos participants d'assurer la coordination des actions entre les différentes MRC, puis de s'assurer que les bonnes actions là, qui ont réussi ben, puissent être réutilisées ou puissent inspirer d'autres MRC. Puis, ce serait important aussi là, de se pencher, ce serait peut-être au niveau de l'acquisition de connaissances, là, par contre, là, mais de se pencher sur justement la gestion de l'eau puis l'alimentation en eau de façon durable, puisque ça représente une préoccupation très importante là, pour les gens ici. Puis, peut-être aussi travailler au niveau de la sensibilisation des propriétaires forestiers, puis réaliser un suivi pour s'assurer que de la plantation. Merci, Andrea. Donc, on va continuer avec Lisanne. Merci. On mentionnait là, que de l'importance d'un accompagnement direct individuel avec les citoyens. Ce serait plus facile à ce moment-là de s'assurer de personnaliser l'intervention puis de bien faire comprendre la démarche, s'assurer de la compréhension. Aussi, l'accompagnement devrait être économique, c'est-à-dire de reconnaître aussi les services rendus là, par les milieux naturels puis d'apporter des bonifications au niveau fiscal, là, entre autres, là, pour ce qui est des propriétaires concernés. Également, une bonification fiscale peut-être au niveau gouvernemental, de récompenser
plutôt que de punir. Au niveau du programme de vidange des fosses septiques, on mentionnait qu'il existait d'autres façons de faire que ce qu'il y a dans le programme actuel. Donc, il y aura peut-être lieu de bonifier ce qu'il y a déjà. Là, on parlait de maintenir le programme. Il y aurait peut-être lieu de voir là, les autres façons de faire. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire mieux pour ce programme-là? Merci, Lisanne. Donc, je vais y aller. Au niveau de notre table, on a parlé de l'incertitude qui apporte le manque de règlement actuel. Donc, le fait qu'on ne connaisse pas nécessairement ce qui s'en vient en matière réglementaire apporte une certaine crainte et incertitude pour les producteurs à savoir ce qui va arriver dans les prochaines années. En même temps, il n'y avait pas nécessairement un accord entre est-ce qu'il faut adopter un règlement rapidement pour couper cette incertitude ou attendre plusieurs années. Je parle de ça, ce n'est pas parce qu'on a débordé dans le volet réglementaire, mais c'est parce que en matière d'accompagnement, les gens croient qu'il y aurait vraiment un accompagnement à faire pour rassurer les gens ou pour rassurer les gens sur les intentions à venir le plus rapidement possible. Ou sinon de mettre en place là, un comité ou un moyen qui permettrait d'intégrer tout le monde de façon équitable et collaborative pour rassurer les gens si le règlement va dans plusieurs années, au moins que ce moyen-là, qui serait collaboratif et inclusif, permettrait de rassurer les gens. Mais il y avait quand même cette peur à savoir ce qui va se passer là, dans les prochaines années. Donc, ça a été mentionné, mais ça a été mentionné de bien prendre le temps de faire les choses et d'accompagner les gens adéquatement. Au niveau des actions de la MRC, il n'y a pas nécessairement eu de commentaires particuliers. Tout semblait conforme et adéquat. Donc, je laisserai Anaïs terminer. Oui, donc nous, on s'est surtout arrêté à la campagne d'information auprès des citoyens et des municipalités. Il a été suggéré tout d'abord qu'à très court terme, on produise un tableau synthèse du plan d'action pour communiquer avec la population en général, entre autres pour le format papier, et qu'on produise également du même coup un résumé des étapes et des échéances. Encore une fois, le public cible étant la population générale de la MRC. Il y avait également un consensus sur le fait que la campagne d'information est vraiment un processus de longue haleine. Donc, ça serait très important de s'assurer de prendre tout le temps nécessaire pour joindre tout le monde et de mettre une emphase sur le fait que ça soit personnalisé et de diversifier les modes de communication également. Donc, qui est, selon le contexte, éventuellement des présentations en personne, du contenu à la fois sur Internet, mais aussi du contenu papier pour rendre l'information accessible au plus grand nombre. Merci. Merci beaucoup, Anaïs. Donc, on va aller dans notre dernier volet au niveau réglementaire. Donc, Marc-Claude, avant de lancer les salles, je tiens juste à mentionner, comme ça a été mentionné, aucun règlement va vous être présenté. La MRC n'a pas élaboré d'articles ou de contenu réglementaire. Elle a élaboré uniquement des intentions qui sont proposées. Donc, c'est sur ces intentions qu'on vous consulte aujourd'hui et éventuellement, ces intentions vont être peut-être ou pas concrétisées. Et si elles le sont, la MRC est dans l'obligation, suite à la loi, de faire un processus de consultation pour tout changement au schéma ou réglementaire. Donc, les intentions qui sont présentées là ne seront pas adoptées à l'aveuglette là, sans consulter personne. Il y a un processus légal que la MRC doit suivre. Donc, dans les prochaines années, il y aura ce processus conforme là, qui va être enclenché s'il y a lieu de les enclencher. Donc, voilà la mise en garde là, sur ce qui va vous être présenté. Donc, on peut lancer les chambres à l'instant. Donc, ce qu'on va faire pour cette dernière chambre, c'est directement aller à ce que la MRC propose. Donc, considérant que la MRC doit intégrer au schéma d'aménagement le PRMHH et adopter un règlement de contrôle intérimaire. Ça, c'est une obligation fixée dans les articles 15.16 dans la loi sur l'eau. Donc, la MRC doit faire ces actions-là dans le cadre de son PRMHH. Donc, ce n'est pas des actions qui doivent être faites au dépôt du PRMHH, mais bien dans le cadre d'actions du PRMHH.
Donc, que pensez-vous des intentions de proposition suivantes? Donc, je vais y aller par étapes, puis je vais prendre vos opinions. Là, il y a trois parties. Donc, je vais prendre vos opinions après chacune de ces parties. Donc, en premier, en matière d'arrimage avec le schéma d'aménagement, la MRC souhaite réviser les dispositions sur les milieux humides d'intérêt régional. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis, je crois, 2019, la MRC a revisé son schéma d'aménagement et a intégré des dispositions réglementaires relatives aux milieux humides d'intérêt régional. Donc, il y a déjà en ce moment un encadrement réglementaire en lien avec les milieux humides dans la MRC de Drummond. Donc, la MRC souhaite reviser cette disposition-là, pas en l'emmenant à la baisse, mais plus pour l'adapter au contexte des PRMHH avec les nouvelles réalités, connaissances scientifiques, connaissances terrain qu'elle va avoir acquis là, au courant des prochaines années. Intégrer les boisés rares et les écosystèmes forestiers exceptionnels. Donc, ça, c'est deux éléments forestiers d'intérêt qui ont été validés sur le terrain. Donc, ça, c'est tous des éléments qui ont déjà été validés. C'est des éléments très rares au niveau forestier. Intégrer au schéma d'aménagement la carte des milieux naturels et les réseaux de connectivité. Donc, le réseau de connectivité étant un élément qui avait été intégré au PRMHH. Donc, la MRC souhaite l'intégrer dans son schéma d'aménagement. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des dispositions réglementaires. Là. Je ne sais pas si tout le monde est au fait de la façon, mais dans un schéma, c'est aussi un outil de planification du territoire qui oriente l'aménagement du territoire, mais ça ne veut pas dire que chaque élément qui est intégré a nécessairement un élément réglementaire associé. Intégrer des dispositions concernant la protection, l'utilisation durable, la restauration et la création. Donc, il y aurait éventuellement des dispositions qui seraient intégrées là, au niveau des actions associées à ces groupes-là. Puis, je tiens à mentionner que ce n'est pas parce que c'est marqué protection que c'est nécessairement la carte qu'on vous a présentée tantôt. Comme Lisanne l'a précisé, c'est une carte qui présente le potentiel, puis la MRC va aller faire de la validation terrain, acquérir plus de connaissances pour vraiment mieux cibler ceux qui méritent vraiment un objet de protection ou d'utilisation durable ou de restauration. Donc, vous pouvez lever la main, écrire dans le chat, ouvrir votre micro si vous voulez intervenir sur ces éléments que la MRC propose au schéma d'aménagement. Donc, on va passer à l'autre pour avoir le temps adéquat. Donc, au niveau du règlement de contrôle intérimaire qui est obligatoire aussi dans le cadre du processus que la MRC a, c'est évaluer. Ici, on parle d'évaluer, je tiens à mentionner, évaluer la possibilité de bandes de protection autour des milieux humides d'intérêt régional et contrôle des usages selon le type d'ouvrage projeté et le type de milieu. Évaluer la possibilité d'imposer des mesures de mitigation pour les travaux autorisés à l'intérieur et à proximité du milieu. Donc, ça, c'est quand il y a des travaux, c'est évaluer la possibilité d'aller vers un contrôle là, de mitigation. Analyser la possibilité d'adopter un outil encadrant les saines pratiques de rétention d'eau, par exemple à l'embouchure des fossés, la gestion des sédiments et de l'érosion dans le cadre de travaux nécessitant le remaniement du sol. Ici, on exclut bien évidemment le nivellement d'un terrain. Évaluer la possibilité de mettre certaines formes de développement et certains usages par le biais d'une analyse de projet par critères. Ça ressemble beaucoup à la forme actuelle du RAFI qui soutient la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, ça, c'est là, on est en phase évaluation-analyse. C'est sûr que j'ai signé ces termes-là parce que la MRC veut vraiment prendre le temps de bien évaluer, analyser avant d'adopter. Mais vous avez quand même ici les intentions là, de la MRC, soit le bande de protection autour des milieux humides d'intérêt régional qu'on connaît déjà. C'est la disposition actuelle de la MRC. Mesures de mitigation, donc de mieux définir certaines obligations dans le cadre de travaux. Et aussi au niveau des pratiques de rétention d'eau. Donc, si par exemple, il y a des fossés créés, bien, ça serait de bien maintenir l'aménagement de ces fossés-là et aussi soumettre certaines formes de développement. Ici, on ne dit pas d'empêcher certaines formes de développement, on dit vraiment de plus les soumettre à une analyse de projet par critères, comme c'est présentement dans la disposition actuelle des milieux humides de la MRC.
Donc, d'autres mesures réglementaires que la MRC souhaiterait intégrer. Donc, adopter un règlement encadrant la gestion des sédiments et de l'érosion. Ça revient quand même à la présentation d'avant au niveau des saines pratiques de rétention d'eau, entre autres. Donc, est-ce que ça serait intégré au règlement de contrôle intérimaire ou un règlement individuel en soi, ou peut-être certaines parties, en tout cas, ça, ils l'ont mis, là, leur intention ici, mais ils n'ont pas évalué là, comment ça s'intégrait, les deux liens ensemble. Inciter les municipalités à adopter des dispositions sur la contribution pour fin de parc de terrains, de jeux et d'espaces naturels. Donc, M. Mercier, vous êtes sûrement au courant, là, quand il y a des développements, les développeurs doivent fournir un 10 pour fin de parc. Donc, ici, l'intention, c'est que ce 10 %-là serve non pas à créer peut-être des parcs infrastructures métalliques, mais plus des parcs naturels. Donc, d'aller soit acquérir certains terrains naturels qui seraient à vendre et les mettre pour des fins de parcs naturels pour les citoyens. Adapter les normes relatives aux contraintes d'utilisation du sol en fonction du contexte de changement climatique. Donc, dans les futurs règlements, ça serait de prendre en compte ce qui s'en vient au niveau des changements climatiques là, et d'adopter ou d'ajuster les règlements en cours. Et finalement, prévoir des normes réglementaires afin de contribuer à un couvert forestier résilient. Donc, si, par exemple, il y a des reboisements compensatoires exigés, par exemple, un producteur agricole déboise et doit reboiser un reboisement compensatoire, mais il y aurait peut-être dans le règlement de déboisement certaines normes qui l'inviteraient ou l'obligeraient à aller vers certains choix d'espèces particuliers qui sont plus résilientes parce qu'on sait, c'est une analyse qui a été réalisée, que certains peuplements forestiers sont vulnérables à la sécheresse, donc à la défoliation et éventuellement à la mort dans un cadre de changement climatique. Donc, la MRC souhaite qu'il y ait du reboisement vers des espèces qui sont plus adaptées. Donc, bon retour pour cette fin de rencontre. On va faire un dernier tour de table et il va nous rester sûrement du temps pour prendre certaines questions. Et on va donner le mot de la fin à la MRC de Drummond. Donc, on va y aller avec Anaïs. Oui, donc on avait un commentaire général comme quoi il devrait y avoir vraiment une diffusion et une présentation de l'information, entre autres l'information cartographique, qui soit optimale, vraiment en amont de chaque consultation réglementaire lorsqu'il y en aura. Ensuite, encore un commentaire général en fait, les efforts et les coûts devraient être partagés de façon équitable entre le milieu urbain et le milieu rural. Par rapport aux bandes de protection autour des milieux humides d'intérêt régional, il y avait beaucoup de questionnements par rapport à ça. Donc, entre autres, on se questionne à savoir si ça pourrait limiter de façon excessive les activités de toute nature, entre autres sur les lots voisins de ces milieux naturels, de ces milieux humides. Par rapport à la création éventuelle, entre autres, de milieux humides, on se questionne sur les répercussions possibles de ces nouveaux milieux humides sur les lots voisins également. Et finalement, par rapport plus précisément là, au règlement sur la gestion des sédiments et de l'érosion, donc il faudrait s'assurer en amont d'avoir beaucoup plus de connaissances précises sur les causes réelles des principales causes de la sédimentation et de l'érosion pour s'assurer d'agir sur les priorités. Merci. Merci beaucoup, Anaïs. Donc, je vais y aller. De notre côté, il y a eu question d'harmoniser les règlements entre les MRC de la région afin de faciliter la compréhension des propriétaires qui peut-être ont plusieurs terrains dans différentes MRC. Donc, il y aura un souhait d'harmoniser. Il a été mentionné aussi que plusieurs des propositions sont urgentes à mettre en place dû au contexte des changements climatiques. On parlait notamment de tout ce qui est contrôle de l'érosion, zones inondables, le reboisement, les parcs pour les citoyens, les parcs en espace vert. Donc, c'est des mesures qui même ont été mentionnées. Est-ce que ça existe déjà? Parce que c'est urgent. Puis on a eu une mention comme quoi que, il y a certaines de ces
propositions-là qui existent déjà ou qui vont exister très rapidement, notamment la ZIS au niveau des zones inondables qui existait aussi. Au niveau de la gestion des sédiments, le MELCC est en train de réfléchir, là, je n'ai pas pris le nom complet, mais c'est la CSA, donc qui envisage peut-être une nouvelle réglementation, fait que ça serait de s'arrimer avec cette nouvelle réglementation-là, ou du moins regarder ce qui se fait jusqu'à maintenant. Et finalement, au niveau des développements, ben, ça serait de bien prendre en compte l'impact de la réglementation à chaque fois qu'il y en a une qui va se développer, là, pour ne pas nécessairement mettre des restrictions trop grandes, là. Notamment, on parlait au niveau du développement urbain qui pourrait causer de l'étalement urbain s'il y a trop de restrictions dans la zone urbaine. Donc, voilà pour moi. On va y aller avec Lisanne. Oui, on notait, entre autres, là, qu'il y avait une différence, là, que le territoire était non homogène, je vais y arriver, qu'il y avait une disparité là, entre la distribution des milieux naturels là, d'un bout à l'autre du territoire, puis la distribution des usages là, du sol. Fait qu'il y avait un souci là, de considérer la différence entre les différents secteurs de la MRC là, dans la réglementation, d'assurer une équité là-dedans. Il y avait une inquiétude aussi sur les milieux là, qui étaient sélectionnés comme étant d'intérêt, le pourquoi là, ces milieux-là étaient choisis. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être lieu de mieux transmettre l'information puis de mieux expliquer pourquoi ces milieux-là ont été sélectionnés. Il y avait aussi un souci d'équité là, dans la réglementation de façon générale, là, puis dans la stratégie de conservation. Ça, c'est des discussions qui ont tourné pas mal autour de ces points-là. Merci beaucoup, Lisanne. Donc, vous pourrez en tenir compte dans le cadre de l'élaboration dans les prochaines années. Donc, on termine avec Andrea pour ta chambre à toi. Oui, donc, de notre côté, là, ça serait important de vérifier les impacts, là, entre autres sur le milieu agricole, avant de venir modifier les règlements, puis d'adopter le RCI. Ça serait aussi de définir clairement là, ce qu'est un arbre dans la réglementation. Ce serait d'accompagner le propriétaire en amont et pendant là, toutes les étapes de réglementation. D'assurer que les règlements qui sont actuellement mis en place là, soient bel et bien respectés, entre autres là, au niveau des fossés, des rivières, des milieux humides. Ça serait aussi de prendre en considération les éléments qui sont contraignants, là, qui sont déjà exigés des propriétaires agricoles pour vraiment concilier l'aspect de conservation, mais aussi d'exploitation. Ça serait aussi d'accorder une importance particulière là, à la densification, puis de limiter le plus possible la destruction, notamment là, des bois et rares lors de l'aménagement du territoire. Puis peut-être aussi là, qu'il manquait un point sur la compensation pour les propriétaires, entre autres de façon collective. Merci beaucoup. Donc, certains éléments qui sont revenus dans les différents blocs. Donc, ça permet de faire quand même l'identification de certains enjeux intéressants. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette consultation, malgré le mode virtuel, a été intéressante pour vous. N'oubliez pas, vous avez un mois suite à aujourd'hui pour aller porter vos commentaires à jour sur le plan. Je vais laisser la parole à Audrey-Anne Jacob de la MRC Drummond pour le mot de la fin. Oui, merci Andréane. D'abord, je vous remercie d'avoir été là, d'être resté jusqu'à la fin. C'était un exercice assez colossal. Je suis contente de voir qu'il y a du monde qui sont restés à la fin, puis qu'il y a beaucoup de représentants là, de divers milieux. On a autant le monde agricole, forestier, des simples citoyens qui s'intéressent à la conservation naturelle, des promoteurs immobiliers. Donc, merci vraiment de votre implication.
Je vous invite à vous tenir au courant là, de l'avancement de la démarche sur le site patrimoinenaturel.ca. C'est vraiment là que vous allez trouver toutes les informations, puis vous allez trouver les informations pour les autres MRC qui font partie de la démarche aussi. Puis si encore là, ça vous intéresse, il y a les autres consultations des MRC qui se déroulent cet après-midi et demain. Donc, vous pouvez aussi participer à ces consultations-là. Puis, encore une fois, merci beaucoup de votre intérêt. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée.